Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Les fake news, ce sont des informations qui ont la couleur de la vérité, l'odeur de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Depuis quelques années, ce phénomène prend une ampleur exponentielle, par le biais d'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la désinformation sort même du cadre de la toile et contamine les médias classiques, mais aussi notre vie quotidienne. Qu'en est-il de la désinformation et du judaïsme? Y a-t-il un point de vue et des lois thoraïques à ce sujet? Alors pour nous aider à décrypter ce phénomène, je suis accompagné aujourd'hui de M. Michael Blum, journaliste, ainsi que du Rav Sakoun, qui nous donnera son point de vue sous un prisme de Torah. Alors tout d'abord, Rav Sakoun, vous êtes directeur du Beth Midrash Rabbi Meir Balanes à Shaarei Chesed, à Yerushalayim. Vous êtes un conférencier pour Torah Box. Et Monsieur Blum, Monsieur Michael Blum, vous êtes un grand journaliste dans différents journaux de la presse écrite et orale, aussi bien en France qu'en Israël, directeur de la page Isra Press. Isra Press. Et vous serez ici notre conseiller en termes de journalisme, avec toute l'expérience. Alors, si on commence donc le sujet, Monsieur Blum, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent les fake news? D'où viennent-elles? Qui les propage? C'est un sujet très vaste. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une fake news? Il y a plusieurs types de fake news, donc de fausses informations. Aujourd'hui, c'est diffuser une fausse information afin de porter le discrédit à telle ou telle cause en disant telle ou telle personne a dit des choses. On sait que c'est faux, c'est-à-dire que la personne qui diffuse l'information sait que c'est faux et veut discréditer tel ou tel personnage, voilà, de façon totalement intentionnelle. Le problème de la propagation de la fake news, c'est que les personnes qui vont diffuser, y compris parfois des médias qui n'ont pas suffisamment vérifié, ne le font pas de manière intentionnelle pour attaquer telle ou telle personne, et donc peuvent se laisser entraîner à diffuser une fausse information qui arrive donc à un public qui aujourd'hui avec les réseaux sociaux va également diffuser l'information, et donc une fausse information peut atteindre des centaines de milliers de personnes, parfois plus. Rav Sakoun, alors dites-moi, est-ce qu'on a le droit, au niveau halakhique, au niveau thoraïque, de diffuser des informations même quand elles sont fausses? Alors, la notion de fausse rumeur, et comme me l'a fait remarquer très justement M. Blum sur le trajet, la première est juive, elle est biblique. La première fausse rumeur, c'est lorsque dans l'épisode de Adam, le premier homme qui se trouve dans le jardin, il y a un personnage qui va s'appeler le Nachash qui va diffuser une fausse rumeur. On est jusqu'à aujourd'hui à l'intérieur de ce combat, et si on aime regarder, on va voir que la tradition juive, elle est pleine de récits qui sont à chaque fois extrêmement importants sur le fait qu'une mauvaise rumeur, une fausse rumeur a été véhiculée. On va rapporter très très rapidement le décès de Sarah Imanou. Sarah Imanou va décéder parce qu'on va lui montrer une image de son fils qui va bientôt être égorgé. Elle va être présentée de telle manière, cette image, qu'elle va intégrer complètement. Elle va en perdre la vie de douleur. Donc là, on a quelqu'un qui croit totalement à la fausse rumeur. Voilà, c'est-à-dire que ça va l'impacter. Et on va voir aussi que lorsque Moshe Rabbeinu, au moment du don de la Torah, a un peu de retard, il a quelques heures de retard, il va y avoir un film qui passe dans le ciel où on annonce le décès officiel de Moshe. Donc c'est le premier montage vidéo où vous avez le cercueil de Moshe qui flotte dans les airs. Et on l'a inventé avant. La nouvelle est extrêmement bien montée, ce sont des professionnels qui s'en occupent, et on y croit. Ça amène le veau d'or. Donc on a toute une partie où les fausses nouvelles, c'est vraiment le sujet de la Torah. Et donc la réponse à la question est dans votre description. Est-ce que c'est permis? Il est évident que c'est interdit parce que ça a des conséquences catastrophiques. Alors, on va voir dans la Torah orale combien celui qui regarde avec amour une page de Talmud va voir comment on est d'une précision mais incroyable sur quel maître dit quoi au nom de tel maître. Et des fois on a des listes de noms de maîtres, ça remonte. C'est drôle presque. C'est-à-dire Ravintel au nom de Ravintel au nom de Ravintel. C'est pour vérifier la traçabilité, parce que Kol Haomer Davar Beshem Omro, tout celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a véhiculé en premier, il amène de la délivrance. À l'inverse du positif, on peut apprendre aussi que on n'aura pas le droit de véhiculer des informations. On va avoir, bien sûr, le cadre des halachot de la Shonara. La Shonara, ça veut dire, c'est une partie des lois du Lashon Hara, c'est bien évidemment de propager
des informations, même vraies, mais qui vont avoir un impact négatif sur, par exemple, la personne sur laquelle on parle. Et puis après, il y a une autre chose qui est un interdit qui ressemble beaucoup, qui s'appelle le colportage. Tiens, j'ai vu ceci chez un tel, tiens, un tel a fait ceci et cela. Et ça va être un interdit aussi en lui-même. Donc, toute information véhiculée, oui, bien sûr, la Torah, elle en parle, et c'est un sujet fameux, ça veut dire que c'est sans fin. Quelles sont les conséquences de la désinformation ? Quels sont les impacts d'une information qui est tronquée, modifiée ? Alors, juste un point. L'information, l'objectivité n'existe pas. C'est un terme qui est usé à tort. L'honnêteté existe. C'est-à-dire on peut présenter les choses de manière honnête, mais on peut pas présenter de manière objective parce que, à partir du moment où on présente quelque chose, on présente son point de vue. Le point de vue du média, du journaliste, de l'auteur, du photographe. Être honnête, c'est dire aussi qu'il y a un contexte plus large. Mais évidemment, quand on filme ici, à Torah Boz, on ne peut pas raconter qu'on est à Ramoth et qu'on est à Jérusalem et qu'on est en Israël, etc. On ne peut pas tout raconter. Donc il faut faire un choix, et tout journaliste est obligé de faire un choix. Mais maintenant, l'émetteur de la désinformation, est-ce que lui est modifié ? Est-ce qu'on peut se permettre impunément d'arriver à raconter des histoires sur le monde entier et soi-même rester la même personne qu'on était au début ? Ah, alors c'est un petit peu ce que disait M. Blum. Quand on va parler de quelqu'un qui est intentionnellement, qui veut faire du mal, donc lui, cette volonté-là va l'abîmer en premier, c'est lui la première victime, mais quand il va, avec plein de bonne volonté, véhiculer et transmettre, c'est-à-dire par exemple servir de relais à véhiculer quelque chose parce que sur le moment ça lui a plu, il a dit tiens c'est bien, je vais plaire à un tel, je vais lui véhiculer cette chose-là. Et le relais lui-même, lui, il est touché par quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire que il entre à l'intérieur d'un monde qui le dépasse. Il va n'ayant pas le souci de la traçabilité, de la source, etc., il se retrouve de facto faire partie d'un groupe, d'un mouvement, d'une tendance, d'une croyance, alors que si on l'avait interrogé et on lui avait dit, moi, tu es donc... Ah non, pas du tout. Alors là, non, pourquoi tu me dis ça ? Il dit, parce que, écoute, la nouvelle que tu relais, il faut que tu saches que l'émetteur principal, c'est... Ah ben ça, alors ça, j'aurais jamais cru. Vous voyez, donc l'impact de la personne, bien sûr, il est impacté. Et le peuple juif est un peuple qui a ce souci, cet amour et de l'étude et de la pratique, et de devenir meilleur. C'est pas forcément le meilleur moyen. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme on l'a expliqué au début, comme on l'a remarqué, le phénomène des fake news, on en parle de plus en plus. Pourtant, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Vous en avez parlé, il date de Adam Harishon, il date d'il y a très longtemps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce phénomène-là... Je pense que c'est les réseaux sociaux ont changé la donne. Aujourd'hui, une information arrive, une photo arrive en quelques instants, quelques secondes, fait le tour du monde. Donc quand quelqu'un veut diffuser un mensonge, il y a des sites complotistes et conspirationnistes et des groupes destinés à, que ce soit des antisémites ou d'autres, leur travail est facilité. Donc il y a une nécessité de lutter contre la propagation de ces fake news. Donc il y a aussi aujourd'hui des sites et des journaux, des médias qui s'occupent, et on voit ça sur je vois ça en France, sur les médias français, avec des chapitres dans les journaux, dans les émissions de télé consacrés à analyser d'où viennent les fausses informations. Oui, il y a aussi un point peut-être important, c'est que les fake news, les fausses nouvelles, c'est aussi un souci de riches, c'est-à-dire que on a le droit et la possibilité de véhiculer des informations. Les journaux juifs, les journaux qui étaient écrits en yiddish, ont été très souvent des organes de libération. Et il y a certains endroits encore aujourd'hui où on n'a pas la question des fake news, parce qu'il n'y a pas de news. C'est très simple, il faut dire ce qu'on doit dire, et c'est tout. Et ça touche tous les milieux, ça touche toutes les populations, et ça peut aussi nous toucher. C'est-à-dire que, sans dédramatiser bien sûr, mais ça veut dire que ça montre que l'information est diffusée. Le deuxième point, c'est que en entendant M. Blum, je ressens aussi le fait que on avait un immense respect pour le journaliste. C'est-à-dire que le journaliste était quelqu'un
comme ça, de manière naturelle, on avait tendance à le croire, parce qu'il dit vrai. Et donc les informations étaient comme une source de vérité. C'est-à-dire que si ça a été dit dans les informations, je ne sais pas, ce sont des gens qui savent travailler, qui disent, et ils ne vont pas mentir. Et c'était laissé à un certain corpus de la société. C'était donné à des gens dont le métier est de faire. Et comme on tient dans le Talmud, un artisan, un artiste, quelqu'un qui sait travailler, il ne veut pas perdre la qualité de son travail. Aujourd'hui, comme maintenant, par cette ouverture et cette espèce de démocratisation, on a que tout le monde peut parler. Ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles maintenant qui sont... Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Avant, pour écrire un article en littérature, il fallait quand même se lever de bonne heure. Maintenant, c'est... Mais moi, j'écris, monsieur. J'ai commenté le dernier téléphone. J'ai commenté le dernier téléphone. Je ne me suis pas privé de dire ce que je pensais. Alors, si on est dans le domaine de modification de la vérité, moi je me permets de demander au Rav, regardez, on a une Gemara dans Masechet Ketuvot, il y a une autre Gemara dans Masechet Yebamot qui nous dit comme quoi on a le droit de modifier une information mipnei hashalom, à cause de la paix. L'exemple est donné, c'est les frères de Yosef qui viennent voir Yosef, Yaakov est décédé, et Yosef ne les invite plus à sa table, et ils lui disent, ton père nous a dit, comme quoi il faut que tu continues à bien nous traiter. C'est faux. Ça n'a jamais existé, Yaakov n'a jamais rien dit. Mais maintenant, c'est légitimé par le fait qu'on cherche à garder l'unité familiale. Et la Gemara tranche comme quoi on a le droit de le faire. Alors le problème c'est qu'on a ici ouvert une boîte de Pandore, on aurait le droit de modifier la vérité quand il s'agit d'une sécurité d'État, d'une sécurité de personne, je veux bien, ici on parle d'un cas de force majeure. Mais il y a peut-être d'autres cas où on pourrait modifier des choses, ou alors les choses sont bien codifiées. Déjà, Béchev et Altafé, en ne diffusant pas une nouvelle vraie, on va participer au shalom. On va prendre un exemple très intéressant qui est un article et son démenti. On dit sur quelqu'un que c'est le roi des idiots, en première page, et 2 semaines plus tard, en page 7, en bas, on fait rectificatif, ce n'est pas, il a presque le même nom, ce n'est pas lui. C'est irrattrapable. Par exemple, le démenti, il est connu. Dans le Talmud, on parle beaucoup de ça. On dit non, tu vas pas faire ça. Parce que si tu propages la rumeur pour dire que finalement on a changé, tu auras des gens qui seront encore attachés à la première nouvelle et qui n'auront pas entendu la deuxième. Donc là, la suite, la cohérence de l'information, parce que l'information n'arrive pas d'une seule fois. Il y a des histoires qui sont des histoires à épisodes. Il ne faut pas en rater un. Donc, quand on essaie d'arranger au deuxième dire le premier, là aussi, les Khamim sont extrêmement méfiants là-dessus, parce que on ne peut pas véhiculer de nouveau n'importe quoi. Il faut faire attention aussi, vous parlez de sécurité d'État. Un journaliste peut se retrouver confronté à ça. Est-ce que je dis ça ou est-ce que je mets en danger tel ou tel... Quelles sont mes responsabilités? Si tu à la censure d'État, à l'autocensure ou à la liberté totale des médias qui doivent dire la vérité telle qu'elle est? Moi, je pense que le journaliste doit avoir chaque média doit avoir de l'autocensure. La censure d'État, c'est l'État qui voilà, on n'a pas le choix, hein, ils imposent. Non, mais la question est, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un choix qu'il faudrait faire? Je pense que si, par exemple, Israël décide une information qui met en danger la sécurité de l'État et qu'un journaliste le dévoile, il n'a pas sa place non plus. Il a place. Des juifs du pays et des juifs de l'extérieur. Voilà, il n'a pas la place, il n'a pas sa place non plus comme journaliste. Il y a des responsabilités à prendre. Mais à part ça, on peut recevoir des informations et décider de ne pas les diffuser parce que ça met en danger telle ou telle personne, telle photo. Tiens, il y a un tel à tel endroit. J'ai déjà été confronté à des cas où si je diffusais ça, je mettais en danger ou je mettais à mal des gens qui ne méritaient pas de l'être. Donc il faut parfois savoir... Il faut savoir la conscience du journaliste. Voilà, il faut savoir s'auto-censurer, savoir faire le choix de ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Alors regardez, c'est la tradition dans Zoom Sur, on donne en général au public 3 conseils pratiques en fin d'émission. Et je suis désolé d'arriver si vite à la fin de l'émission. Alors Monsieur Blum, est-ce que vous auriez 3 conseils à nous donner pour ceux qui souhaitent s'informer de façon véridique? Alors, j'avais noté, avant de venir ici, la liste de toutes les choses qu'il faut faire pour lutter contre les fake news. Mais vous m'avez donné que 3. Donc, ça va être très simple. La première chose, on va parler de sources et il faut vérifier ses sources. Vérifier ses sources, ça veut dire
prendre le temps de la réflexion, et c'est le deuxième point en fait. Il faut réfléchir. Vous recevez une information, quelle qu'elle soit, dans quel que soit le domaine, il faut réfléchir. Réfléchir avec son esprit. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça a une logique ? Est-ce qu'on ne cherche pas ici à m'influencer ? C'est-à-dire faire travailler son cerveau. Alors Rav Sakoun, comment on peut éviter de propager des fausses nouvelles ? Des fausses nouvelles qui peuvent faire du mal, ou même forcément des vraies informations qui sont susceptibles de causer des dégâts. Premier conseil, si on peut, c'est toujours se poser qu'est-ce que cherche celui qui envoie ? Il cherche quoi ? Il m'envoie quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut ? La deuxième chose, c'est de refuser, d'avoir ce courage-là de refuser de rentrer dans les listes de diffusion. Je vous donne un exemple. Une nouvelle qui se peint avec des rabbinim, et en bas il y a marqué le Rav dit que toute personne qui transmettra ce message à 10 personnes sera bénie, et il a dit aussi que s'il ne le fait pas, il aura de gros soucis de parnassa. Cela direct à la poubelle, direct. C'est-à-dire, vous ne rentrez pas là-dedans, on n'est pas du tout obligé de véhiculer des bêtises pareilles. C'est même pas la peine de vérifier si c'est vrai ou faux. Déjà, la tête du truc, c'est pas bon. Déjà, c'est pas bon. Et deuxièmement, et troisièmement, enfin, c'est que il y a subir l'information et aussi soi-même véhiculer des informations. On peut soi-même être un émetteur d'informations. Et si, à l'intérieur du clan d'Israël, on développe des cellules de diffusion de choses qui vont bien aussi, c'est aussi un impact qui est immense. Donc un peu de lumière qui repousserait beaucoup d'obscurité. Alors Rav Sakoun, merci beaucoup pour votre participation. Grâce à vous, on mesure l'ampleur des dégâts qui peuvent être causés par la désinformation. On réalise plus que jamais l'impact impressionnant de la parole. Monsieur Blum, merci beaucoup. On le rappelle donc, vous êtes journaliste pour la presse orale comme pour la presse écrite, en France comme en Israël. Rav Sakoun, merci. On peut retrouver vos enseignements ici sur Torah Box. Et vous avez toutes sortes de cours vidéo. On peut directement aller vous voir à Shaarei Chesed, au Beth Midrash de Rabbi Meir Baal HaNes. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, vous aura aidé à voir plus clair. On se retrouve très Bezrat Hashem pour un nouveau numéro de Zoom sur Kol Tov.